Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouveau podcast, un café avec. Donc moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas aujourd'hui. Salut les gars. Et en compagnie de Jonathan, un chef sommelier. Donc Jonathan, je te laisse te présenter. Salut les gars. Écoutez, moi c'est Jonathan. J'ai commencé à travailler en cuisine et puis ensuite un bac professionnel en service, en salle. Et puis après j'ai commencé à bifurquer un petit peu vers le monde du vin. Et une fois qu'on est piqué, on n'en sort plus. J'ai commencé à travailler avec les plus grandes maisons étoilées dans Paris, donc avec Alain Ducasse et Rebuton. En tant que commis, et puis après petit à petit je suis monté en grade, en statut, et après j'ai quitté un petit peu le milieu étoilé et je suis parti dans un club de membres. J'ai travaillé pendant 3 ans chez eux qui s'appelle Castel, dans Paris toujours, dans le 6e. Okay. Et puis après j'ai quitté un petit peu le milieu de la nuit et le milieu étoilé et j'ai fait un peu de rachat de vieux vins et de négoce dans le monde pendant 6-7 mois. Donc au Brésil, au Japon, on a racheté des sakés, des whiskies, des très vieux millésimes et assez rares sur des grands crus. Et puis après, je suis parti un petit peu en Corse parce que dans la sommellerie, souvent, quand tu es dans le vin et que tu as envie d'apprendre plein de choses, tu voyages et il faut voyager parce que ça ouvre vraiment le pôle sur tout ce qu'il y a de possible d'accès à goûter dans le monde entier sur tous les spiritueux et les alcools. Et donc je suis parti un petit peu en Corse. Je suis resté presque 1 an et demi, 2 ans là-bas. Ouais. J'ai fait un petit peu de vendange et après je suis remonté sur Paris dans un étoilé au Clarence, dans les Champs-Élysées. Et puis aujourd'hui je suis chef sommelier dans un restaurant et un bar à vin dans le 5e. Ok, sacré parcours, belle présentation. Voilà. En tout cas, ça fait plaisir de voir ces différentes influences qui t'ont amené au final là où tu es actuellement. Donc c'est top. D'après mes recherches, le métier de sommelier, c'est un peu un métier où il faut être un peu un couteau suisse. Donc il faut savoir être en contact avec la clientèle, gérer la cave, gérer les commandes. Comment toi, tu arrives à jongler entre tout ça, entre toutes ces différentes missions Ce qui est super important et moi qui me fait vibrer tous les jours, c'est que c'est un métier où il faut tout le temps se remettre en question chaque année. Parce que le millésime change constamment. Peu importe que ce soit le même vigneron ou la même cuvée ou le même vin, le millésime est différent. Donc tu te remets en question vraiment à chaque mois, chaque année. Et ça, moi, je sais que ça me fait vibrer et je me dis que de toute manière, tu ne pourras pas, même si tu connais le vin ou que tu connais le vigneron, l'année précédente, il peut être différent. Donc moi je sais que ça me fait vraiment tous les jours, je me dis ok, il y a encore ça de nouveau à apprendre et c'est super quoi. Ok. Moi j'aimerais savoir, du coup on est avec un chef sommelier, c'est quoi entre guillemets les tâches d'un chef sommelier au quotidien et comment on devient chef sommelier? Si moi aujourd'hui j'ai envie de devenir chef sommelier, tu vois, et un peu une journée type d'un chef sommelier. Pour devenir chef sommelier, il faut déjà avoir quelques bagages un petit peu dans le vin. On peut venir d'un BTS Vitieno ou alors de la restauration. La restauration donc en service, un bac professionnel ou un BEP. Je crois que les BEP ça existe plus trop, mais à l'époque c'était les BEP. BEP, bac pro et puis après mention complémentaire en sommellerie. Moi c'est ce que j'ai fait, c'est un petit peu mon cursus. Mais c'est bien d'avoir déjà quelques bagages et une fois qu'on a fait une année de spécialisation dans le vin, 1 an et demi à 2 ans maximum, on peut commencer à rentrer dans une équipe, dans un restaurant, étoilé ou non étoilé. Et commencer à être commis et ensuite à monter progressivement à être sommelier, assistant sommelier et puis chef sommelier. Okay. Moi aussi dans ma tête en général quand j'ai le métier de sommelier en tête, j'associe souvent ça à la gastronomie et je voulais savoir comment tu t'y prends pour tu tiens en compte différents éléments, comment tu arrives vraiment à créer des associations entre les vins et la gastronomie. Ce qui est super, c'est de pouvoir en fait créer l'accord parfait pour que le client il ressorte du restaurant et qu'il ait le sourire. Et ça, c'est un sacré dilemme parce qu'à chaque fois, les chefs vont proposer peut-être des sauces un peu plus réduites ou alors des agrumes par rapport à la saison qui vont être assez condensés et qui vont amener du peps et qui vont changer un petit peu la donne par rapport aux accords que toi tu vas faire avec le vin. Donc ça, c'est une remise en question pareil qui est constante. Et il faut jouer un petit peu avec ces acidités-là, avec la minéralité, avec les régions. Souvent, on accorde les plats, et c'est ce qui est le plus simple et ce qui est souvent même le meilleur, parce que quand c'est simple, c'est bon. Tu as un accord local et un vin local, et tu arrives à faire l'accord parfait, généralement et assez souvent. Et après, casser les codes, moi je sais que j'aime bien ça aussi, mais casser les codes, c'est possible aussi, quoi. Ok.
Intéressant. On voudrait savoir du coup ce que c'est un chef sommelier en soi. Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Tu vois, la journée type un peu d'un chef sommelier. La journée type, un petit peu, c'est quand donc le matin tu arrives, tu regardes un petit peu les ventes qui ont été faites dans la soirée et tu prépares ta remontée de cave. Donc tu vas en cave et là tu remontes toutes tes bouteilles que tu as besoin à mettre en chambre froide pour les vins au verre ou pour les vins de la carte en général, des encaves qui sont en place dans le restaurant. Faire un coup de propre dans tout le restaurant. Donc là, dans un restaurant étoilé par exemple, ça va être les stands à vin, tout ce qui est autour du vin, donc l'art de la table avec les verres, les carafes, voir si tout est propre, faire la mise en place. Et puis après, quand tu es chef sommelier, tu as aussi la carte de vin à gérer, les fournisseurs, les mails. Le matin, souvent, c'est en début de semaine, moi souvent je fais les mails. Et puis après, on gère aussi les commandes et tout le plus gros back-office en tant que chef sommelier, c'est la gestion de stock qui est à faire tous les mois, toute l'année, quoi. Ça, c'est vraiment le plus important à faire. Ouais, donc on n'a aucun répit en fait en tant que sommelier, c'est vraiment du 24 heures, enfin c'est du non-stop, ouais. C'est du non-stop. Et on je le voit me disais même pendant aussi, le podcast. Ouais. Et quand on est passionné comme ça par le vin, comment on arrive à trouver une sorte d'équilibre dans sa consommation? Parce que tous les jours tu dois tester des vins, tu vois, tu dois vraiment être ouais, bien sûr. peut-être faire différent. Non, mais il faut savoir faire le pour et le contre. En fait, c'est de pas dépasser la barrière de même si avec des clients ça peut être très proche et avoir une relation différente de d'autres clients parce qu'il y a une habitude qui se fait, qui peut se faire même en proximité ou autre, et du coup qu'on a des liens beaucoup plus simples et même faire des échanges de verres ou autre. Il faut rester toujours dans la rigueur et se dire là je suis en service, le repos c'est le repos, et voilà, il faut vraiment faire la part des choses, sinon bien sûr tu bois. Ouais, tu peux vite dévier. Ouais. Et après le deuxième verre, le troisième et ensuite c'est terminé, quoi. Il faut vraiment se faire raison et dire il y a le travail et il y a les week-ends, quoi. Ouais. Oh, c'est intéressant. Mais du coup, moi, je voulais me poser ma question. Tu vois, on voyait qu'un sommelier, c'était un vrai rôle de showman un peu, tu vois, qui devait raconter à chaque fois une histoire auprès de ses clients sur le vin, comment il a été ramené, tous ses goûts, tu vois, un vocabulaire assez riche. Est-ce que pour toi, c'est un jeu, tu vois, ça en devient un jeu limite de faire ce sketch un peu, ou... Enfin, quand je dis sketch, c'est vraiment parce que tu dois raconter une histoire, mais... Est-ce que c'est important un sommelier? Parce que est-ce qu'on différencie un bon sommelier d'un mauvais sommelier aussi par sa capacité oratoire à dire une histoire? Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Oui, bien sûr. Non, tu as totalement raison de dire que c'est un showman. Dans le restaurant, nous, on fait le show. S'il n'y a pas de sommelier, c'est différent. Ça manque de vie. Ouais. Exactement. Et donc, il faut faire le show. Il faut être là pour faire le show. Après, il y a le show physiquement, c'est-à-dire faire des carafages, faire des décantages, des anciennes méthodes pour ouvrir des bouteilles, par exemple des vieilles bouteilles de Porto qu'on va ouvrir à la pince. Tout ça, c'est du show, et franchement il faudrait que ça reste encore dans le restaurant parce que c'est en train de se perdre au fur et à mesure. Ouais. Et ça c'est important. Après l'histoire, ça dépend de chaque sommelier, et puis c'est très personnel, et c'est par rapport à ce que tu as vécu. Moi je sais que j'adore raconter, c'est pour ça que je vais souvent presque 1 à 2 fois tous les mois dans le vignoble. C'est de pouvoir rencontrer les vignerons et transmettre cette histoire en fait aux clients, et c'est toujours plus gratifiant et en tout cas plus simple de pouvoir vendre un vin si tu connais l'histoire et l'origine. Oui. Et c'est ça un peu pour tous les produits, mais en tout cas pour le vin, c'est les vignerons. Moi je dis souvent la sommellerie, enfin nous les sommeliers, on est un peu la vitrine des vignerons. Si nous on fait pas le lien entre le vigneron et le client, il y a personne qui va le faire, parce que c'est très voilà, c'est un petit milieu, mais par contre après une fois qu'on y est, tout le monde se connaît, quoi. Donc voilà, c'est passionnel, mais une histoire, je pense que c'est important. Ouais. Si tu vends juste un produit en disant bon bah voilà, c'est une bouteille de Charlétique, c'est un champagne et puis basta, il y a moins d'intérêt, en tout cas, même aucune valeur ajoutée. Voilà, donc dans le choix des bouteilles, le relationnel compte. Enfin, il y a beaucoup aussi d'émotionnel, d'affect avec les vignerons. Je pense l'histoire qui. Ok. Et
Je voulais aussi savoir, est-ce que toi, tu as une certaine pression quand tu vas servir une bouteille d'exception, par exemple un Pétrus 79, on va dire, c'est des bouteilles à plus de 2000 €. Est-ce que c'est marrant, c'est vraiment drôle que tu parles de ce millésime parce que c'est énorme, parce que ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie et je pense pas que ça m'arrive demain. J'ai ouvert en 15 minutes, et l'histoire est plus folle, en 15 minutes, on m'a demandé d'ouvrir 3 Pétrus sur 3 tables différentes et du millésime 79. Donc t'étais en train de trembler. Donc pour revenir à ta question, c'est que bien sûr, t'as toujours un stress de dingue quand tu ouvres des grands crus, quoi, parce que le premier, c'est est-ce que ça va plaire au client, parce que le client il choisit le vin, mais ça peut ne pas lui plaire et le client est roi. Donc ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est est-ce que le vin va être bon, est-ce que le vin va pas être bouchonné, va pas être oxydé, va pas avoir de défauts. C'est toujours un peu un stress puis une émotion pareil, parce que c'est des vins qu'on n'ouvre pas tous les jours, c'est une bouteille qu'on va peut-être 2-3 bouteilles qu'on va ouvrir dans l'année, et encore si on arrive à en ouvrir une, c'est déjà super. Donc après ça dépend des établissements où on est, mais c'est toujours un stress et une émotion quand tu ouvres ces grands crus. Potentiellement tu peux les faire tomber aussi, on sait jamais ce qui peut arriver, tu vois. Je pense qu'il y a tout ça qui vient en tête. C'est ça. Non, mais c'est ça, on se dit t'as de l'expérience et tout ça, mais t'as toujours ce stress, hein. T'as beau en ouvrir des centaines, t'as toujours un petit stress quand il y a le prix. Et du coup, pour continuer sur le prix, moi j'aimerais aborder la question du salaire. Combien ça gagne un chef sommelier concrètement, peut-être en début de carrière et après, au fur et à mesure des évolutions, j'imagine que c'est en fonction aussi des établissements. Je te laisse répondre à la question. Donc un chef sommelier, vraiment le salaire d'un chef sommelier, en fonction des établissements, ça peut varier de 2005 à 4005. Ok. Net ? Ouais, bien sûr, net. Donc ça varie bien des établissements. Et après, si on veut aller un peu plus haut, dans le sens où ça va vraiment être l'ancienneté et les titres qu'on veut avoir. C'est-à-dire si on commence à avoir des titres comme meilleur sommelier de France, ou tu participes au Master of Sport, enfin tu as plusieurs titres, alors la rémunération là elle est différente, parce que tu as des titres dans ce milieu, quoi. Donc, ça peut monter jusqu'à 6, 7, 8 000, 9 000, enfin ça dépend après des restaurants et des titres que tu as. Ouais, j'imagine, j'avais vu, mais j'avais aussi vu que les sommeliers, ils étaient beaucoup cherchés à l'étranger, tu vois, un peu le sommelier à la française, comme c'est le vin français. Est-ce que toi, t'as déjà eu des propositions à l'étranger où on te posait un chèque et t'as hésité, tu vois? On m'a proposé quand, en fait, à la fin du cursus que j'avais fait pour la sommellerie, je suis sorti meilleur apprenti 2011-2012 de ma promotion, et on m'avait proposé trois emplois. Un pour le groupe Ducasse, donc à Paris, un autre restaurant dans le sud de la France, et un restaurant à Dubaï. Avec bien sûr un bon montant en sortant de l'école. Mais moi, ça m'a fait un petit peu peur. Et je me suis dit, peut-être, toucher moins, mais apprendre différemment, et que de prendre directement et d'arriver dans le mood, parce que c'était déjà un poste en plus avec pas mal de responsabilités, et moi je voulais attendre déjà un peu et consolider avant ma base déjà de connaissances, et aussi après sur le milieu du travail, quoi. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est le choix du cœur, c'est bien. Et en plus, on a un pays qui est vraiment développé là-dedans, donc c'est super intéressant. Alain Ducasse, en plus, c'est un des cuisiniers les plus connus dans le monde aussi, donc forcément, ça parle. Au-delà du salaire, il y a un savoir-faire aussi, peut-être que voilà. Dans les groupes, ce qui est assez bien, c'est que tu peux avoir une évolution assez rapide et vite, et ça, c'est chouette. Je pense qu'en 6 mois de temps, je suis passé sommelier responsable. Enfin, 6 ou 8 mois, je suis passé sommelier responsable, de commis à sommelier responsable, quoi. Donc après, tout dépend l'envie que tu donnes et voilà un peu les intentions, et les intentions. Mais tu peux progresser très vite, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ok, c'est top. Comme tu as vu, on n'est pas des spécialistes dans le domaine. Bon, on essaye, on a fait plusieurs recherches même. Mais ce qu'on voulait savoir aussi, c'est comment choisir une bonne bouteille en magasin, parce qu'on voit souvent des beaux packaging, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, dans quel vraiment vignoble ça a été développé. On voit beaucoup de châteaux, quelque chose. Enfin voilà, il y a des noms qui sont utilisés, un beau branding, mais au final, comment on choisit une bonne bouteille?
L'idéal, c'est d'aller, quand on va dans un centre commercial, d'aller dans les endroits qui sont spécialisés pour le vin. Ça se fait de plus en plus, sans citer de nom, hein, mais dans les grands centres commerciaux, ça se fait de plus en plus. Il y a des endroits feutrés avec des lumières un peu plus tamisées, où les bouteilles elles vont être un petit peu plus allongées et pas forcément à la verticale. Moi, je conseillerais déjà d'aller vers cet endroit-là. Et ensuite, après, le prix, ça varie. Parce qu'il peut y avoir des grands crus qui vont être même dans les centres commerciaux à 300, 400, 500 euros. Mais il peut y avoir une petite bouteille, je sais pas, à 4, 5 euros et qui peut être très bonne. Donc plutôt dans ces endroits-là. Ouais. À 4-5 euros, la bouteille peut être très bonne selon un chef sommelier. Mais bien sûr, bien sûr. Totalement, le prix, ça veut strictement rien dire. C'est bon à savoir. Mais tu regardes par exemple le nom de domaine, le pays d'où ça vient, les cépages qui sont utilisés ou est-ce que tu as des tips? Tu as des petits tips, voilà. Parce que... Là, c'est ça ce que Lucas il veut savoir. Ouais, voilà, c'est ça. Les tips en général. Oui, bien sûr. Vous avez... allez, j'en donne un comme ça. On peut avoir Thierry Germain sur Saumur-Champigny en Loire. Ça, c'est des vins qui sont vraiment abordables, en dessous des 10 euros et qui vont être abordables à tous et que vous pouvez trouver un petit peu partout. Donc, il y en a plein d'autres qu'on peut citer même dans le sud, dans le Languedoc. C'est des domaines qu'on peut connaître ou s'informer directement sur Internet et voir un petit peu, pareil, comme quand vous allez dans un restaurant, voir un peu les notes et voir un petit peu ce que les personnes ressentent. Souvent dans les restaurants commerciaux, vous pouvez trouver ce genre de vin, quoi. Ok, je prends note. Je prends. Moi, j'avais aussi une autre question, tu vois, parce que nous, on t'a connu grâce à TikTok aussi, hein, quand on cherchait un chef sommelier. Et c'est ça, je voulais vous poser comme question, en fait, savoir comment... Et moi, je me suis dit... Pourquoi tu as eu cette idée-là de créer ce compte TikTok aussi? Parce que tu vulgarises pas mal, tu parles aux gens d'une manière simple et tout ça. Et comment ça t'est venu l'idée de montrer le métier de chef sommelier sur TikTok? Parce que on n'en voit pas souvent en tout cas. Et faut dire la vérité, c'est le confinement qui m'a... Le confinement, je me suis dit, bon, faut faire un truc, faut que je fasse quelque chose et faut que je continue à parler de mon métier parce que j'aime ce que je fais. La personne qui m'a appris le vin m'a donné toute sa passion. Du matin au soir pendant 1 an, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis encore dans le vin et que j'aime ce que je fais. Et il faut tomber avec des personnes, je pense, en tout cas dans ce métier-là, pour tenir et pour vraiment véhiculer cette passion un petit peu. Il faut tomber avec des personnes qui sont passionnées. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas créer un compte, essayer sur TikTok, voir un peu la tendance et voir ce qu'il en est. Parce que c'est vrai qu'au démarrage sur TikTok, c'était des contenus. Il y avait encore c'était un format où il y avait encore beaucoup de musique et de vidéos un peu. De jeux, il n'y avait pas encore aujourd'hui il y en a de plus en plus, mais il n'y avait pas tellement de contenu un peu sérieux. Et du coup j'ai commencé comme ça, quoi. Les premières vidéos d'ailleurs c'était un peu un carnage pour moi parce que j'avais jamais mis le pied là-dedans. D'ailleurs YouTube j'avais juste un compte Instagram, mais j'avais jamais créé ce genre de format, quoi. Super initiative en tout cas, c'est super accessible et intéressant en même temps. Donc, merci. C'est top. Nous on a regardé franchement. Et ça m'a fait penser aussi à une autre question. Donc en parlant du Covid-19 par exemple, si un chef sommelier a une grippe, comment il arrive à exercer sa profession, on va dire? Comment il arrive à choisir le bon vin par rapport au bon repas, parce par exemple? C'est ça, le Covid, il a enlevé des fois l'odorat à certaines personnes. Je l'ai eu en décembre. Ça doit être difficile. Au moment des fêtes. Et j'ai eu la chance de pouvoir... je l'ai perdu pendant quasiment 1 semaine et en fait, il est revenu. Alors quand il est revenu, ça m'a décuplé un peu les sensations olfactives et même gustatives. Donc je ressentais très très vite le sel, l'épice aussi. Donc c'était un peu tout désorienté, mais après c'est revenu 2 semaines après. Donc si vous avez la chance que ça revienne, ça va. Mais si c'est parti, franchement, faut s'accrocher et il faut vraiment vraiment s'entraîner avec... les arômes bruts ou alors des petites fioles. Il y a une boîte qui s'appelle les 54 arômes avec plein de fioles différentes, avec des fioles d'arômes primaires, secondaires et tertiaires. Et ça va pouvoir te permettre de t'entraîner, de retrouver un peu les arômes que tu as en fait dans ta mémoire, mais que tu n'as pas forcément à l'olfactif. Donc ces petites fioles peuvent t'aider à retrouver un peu le fil conducteur, quoi. Mais est-ce que tu connais des personnes qui ont dû arrêter à cause du Covid? Alors dans le vin, non. Ceux qui l'ont eu comme moi l'ont vite retrouvé. Mais après, j'ai eu un ami proche qui, lui, il a totalement perdu. Et aujourd'hui, tu lui mets un clou de girofle, il sent du poivre, il sent autre chose, quoi. Il sent pas le clou de girofle. Donc c'est... Ok, c'est dur, franchement.
Ouais. On s'imagine pas les conséquences que ça peut avoir aussi pour ces métiers-là. Donc moi, j'avais peur. Franchement, quand je l'ai perdu... j'imagine. Je me souviens normal, exactement c'est ça. Où c'était un morceau de brebis avec de la confiture à cerise noire. Je l'ai mis en bouche et j'ai rien senti, quoi. J'ai rien senti, je me suis dit c'est bon, c'est fini pour moi, j'arrête ma carrière, je fais autre chose, je vais faire gynéco, je vais faire autre chose, mais c'était horrible, quoi. Non, mais c'est ça, c'est comme tu coupes la main à un dentiste, enfin c'est pour vous c'est tout en fait, l'odorat il représente tout, quoi. Non, c'est faut faire attention, quoi. Voilà, en tout cas moi, Lucas, je sais pas si tu as d'autres questions. Peut-être, on a vu que tu voyageais beaucoup aussi sur ton compte Insta, donc t'es parti il me semble au Maroc, à New York aussi, et je voulais savoir quel est le vin qui t'a le plus surpris ces dernières semaines en général, juste histoire de savoir les dernières tendances, reste à la page. Là c'est pas très loin, c'est tout proche, et c'est pas un vin, c'est du cidre de la maison Vulcan, la cidrerie de Vulcan en Suisse. C'est de la pomme, de la poire et un petit peu de coin, et c'est un assemblage, et donc c'est des grands cidres un petit peu qualitatifs sur des bulles très très fines, et ça c'est la dernière découverte un petit peu du moment, et que j'aime beaucoup. Après dans les vins, on fait rentrer ici beaucoup de Bourgogne et de Vallée du Rhône, mais en Vallée du Rhône j'ai découvert un gars qui bosse à Saint-Joseph, qui fait de super marsanne et de super roussanne en blanc. Donc ça c'est un peu la dernière pépite, quoi. On connaît pas trop ces appellations, mais on va faire des recherches après l'épisode comme ça. J'espère bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. On sait que t'as beaucoup t'as planning. On a un peu galéré à se voir, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir. On espère que nos auditeurs aussi ont apprécié. Vous avez appris des choses sur le métier de chef sommelier. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et salut tout le monde. Salut. Ça marche. Top. Salut les gars.